Et pour également nous aider à mieux comprendre le mode d'emploi de ce scrutin si complexe, nous retrouvons en direct de Paris Jean-François Pauly, avocat, directeur de l'Institut méditerranéen de droit et de géopolitique. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Monsieur Pauly, d'abord, quels sont plutôt les enjeux politiques de cette campagne décrite comme historique aux États-Unis ? Alors les enjeux politiques, ce sera de savoir qui va l'emporter, évidemment, de Kamala Harris ou de Trump, le président Trump, puisqu'il a déjà été président, parce que les deux candidats n'ont pas les mêmes approches sur le plan national comme sur le plan international, avec, dit-on, une volonté d'être plus en faveur des Palestiniens de la part de Kamala Harris et une volonté d'être plus en faveur de l'État d'Israël de la part de Trump. On ne sait pas trop parce qu'en réalité, tout cela est un peu anecdotique parce qu'il y a toujours des constantes de la part des États-Unis et il faudra voir ensuite, au cas par cas, quelle sera la véritable position de celui qui sera ou de celle qui sera élu président des États-Unis. Donc, on ne peut pas. Enfin, ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que Donald Trump semble plus tourné vers l'intérieur que vers le plan international, et Kamala Harris semble plutôt tourner vers le plan international que vers le plan interne. Mais ce sont des orientations, et quoi qu'il en soit, quel que soit le président élu, il y aura un souci d'avoir une action internationale comme celui d'avoir une action dans l'ordre interne. Donc les inflexions seront quand même limitées et les enjeux seront peut-être plus important s'agissant de l'élection de Donald Trump qui a affirmé qu'il allait se concentrer sur son pays, qu'il allait par exemple, s'agissant de la guerre en Ukraine, sortir du conflit, ou en tout cas faire cesser la participation des États-Unis à l'aide, s'agissant de l'aide portée à l'Ukraine, alors que Kamala Harris est plutôt favorable à un maintien de l'aide. Donc ça va avoir des incidences extrêmement forte pour l'Europe notamment, mais plus largement pour l'ensemble du monde. Et il sera intéressant de voir aussi, s'agissant du Moyen-Orient, voir comment va s'orienter la politique américaine compte tenu de ce qui se passe notamment dans la bande de Gaza et des tensions extrêmement fortes avec un nombre important de vies humaines qui disparaissent dans cette zone. Alors donc que les Américains voteront dans 2 jours pour élire leur président, mais aussi d'autres représentants par un vote au suffrage universel indirect, la population choisit des grands électeurs qui se chargeront par la suite d'élire le 17 décembre prochain le nouveau président ou la présidente, bien sûr, qui aura réussi à décrocher 270 voix du collège électoral. Collège électoral d'ailleurs, grand électeur, la règle du winner take all, on a vraiment tendance à s'y perdre. Comment expliquer en des termes plus simples le mode d'emploi de cette élection ? Alors, on va essayer d'être simple. C'est un suffrage indirect dans un État fédéral. Donc, ça veut dire que chaque État est pourvu d'un certain nombre de grands électeurs. Les électeurs de chaque État votent pour un parti, pour un candidat ou pour un autre candidat, et celui des candidats qui a la majorité dans 48 des 50 États emporte la totalité des grands électeurs. Donc, ça veut dire que ça bascule dans un sens ou dans un autre, et ensuite ces grands électeurs vont se réunir et vont choisir, élire le président des États-Unis. Donc c'est un système un peu archaïque par certains aspects, parce que en réalité le 5 novembre ce sera le dernier jour pour voter, parce que les élections, le scrutin a commencé depuis plusieurs semaines avec des modalités un peu
un peu particulière parce que on peut voter par correspondance, par exemple, dans certains États en Caroline du Nord, on vote depuis le 6 septembre par correspondance. Alors le vote par correspondance, c'est un vote qui est la porte ouverte dans tous les pays où il est pratiqué à des possibilités de fraude parce qu'on envoie un courrier, on ne sait pas qui l'envoie. Bon. Il y a également un vote par anticipation, c'est-à-dire que on peut voter depuis un certain temps. Les bureaux de vote sont ouverts et les électeurs peuvent se rendre dans les bureaux de vote pour voter. Et le 5 novembre sera la dernière date possible pour exprimer son suffrage. Et alors, ce qui complexifie un peu dans une certaine mesure, c'est que, comme c'est un État fédéral, chaque État détermine les modalités du vote par correspondance, la date du vote par anticipation, et donc les règles peuvent être différentes, ce qui peut donner lieu à des manœuvres de part et d'autre. Donc on a coutume de dire que c'est un système de vote qui est un peu archaïque, encore une fois. Une fois que les grands électeurs sont on arrête à partir du 5 novembre, il y a une période de certification des résultats qui est une période de 5 semaines à partir du 5 novembre et qui s'achève le 11 décembre. Ça veut dire qu'on vérifie dans chaque circonscription électorale au niveau des comtés, puis de chaque État fédéré, on vérifie les résultats et ensuite, une fois que tout est vérifié, jusqu'au 11 décembre, donc, quelques jours après, le 17 décembre, dans chaque capitale de chaque État fédéré, les grands électeurs se réunissent et élisent et votent pour le président et le vice-président. Donc à ce moment-là, on sait, on devrait savoir précisément ce qu'il en est. Et le Congrès se réunit le 6 janvier 2025 pour confirmer ces résultats avec une investiture du président le 20 janvier 2025. Ça veut dire que le président ou la présidente entrera en fonction uniquement le 20 janvier de l'année prochaine. Un candidat qui remporte donc le vote national n'est pas forcément donc assuré d'occuper le bureau ovale. Tout se joue donc au niveau des fameux swing states. Quels sont ces États qui pourraient réellement faire la différence là ? Alors actuellement, ils sont au nombre 7. Alors, il s'agit de l'Arizona, qui détient 11 grands électeurs, de la Caroline du Nord, qui détient 16 grands électeurs, de la Géorgie, 16 grands électeurs également, du Michigan, 15 grands électeurs, du Nevada, 6 grands électeurs, de la Pennsylvanie, avec 19 grands électeurs, et du Wisconsin, avec 10 grands électeurs. Alors, dans ces 7 États, pourquoi donc ce sont des États clés? Parce que les derniers sondages ne laissent pas apparaître de gagnants très, très francs. C'est-à-dire que les différences d'intention de vote, a priori, entre chacun des deux candidats sont très faibles, donc on ne peut pas déterminer lequel l'emportera. C'est pour cela que jusqu'au dernier moment, chacun des candidats va faire le maximum pour emporter les suffrages des électeurs primaires, en quelque sorte, pour faire basculer l'ensemble des grands électeurs en leur faveur. Et chaque candidat veut remporter les suffrages de tous les grands électeurs dans chacun de ces États pour avoir un avantage compte tenu de ce mode de scrutin qui est un peu particulier. Donc, on peut noter par exemple qu'en Pennsylvanie, c'est le lieu où il y a eu le premier attentat contre Donald Trump, et c'est là également où Elon Musk, le président de ex-Twitter, a apporté un soutien ostensible et important au candidat Donald Trump. Les autres États sont des États où, en Caroline du Nord par exemple, depuis 2008, les républicains ont toujours gagné, mais c'est très serré. Le Wisconsin par exemple est un État très, très rural, frontalier du Canada, où les problématiques de cherté de la vie, les problématiques sociales sont très prégnantes. Donc les électeurs vont être sensibles aux messages qui vont être envoyés
par les différents candidats, outre les campagnes de presse et tous les moyens qui sont utilisés, comme on sait aux États-Unis, pour tenter de circonvenir le maximum d'électeurs pour avoir une majorité dans chaque État et emporter l'ensemble des grands électeurs. Alors il n'y a que 2 États où c'est un système proportionnel qui est utilisé, c'est le Maine et le Nebraska, où là les grands électeurs peuvent être partagés. Mais dans 48 des 50 États et également dans le district de Columbia qui représente la ville de Washington, c'est le candidat qui obtient la majorité remporte la totalité des grands électeurs, donc il n'y a pas de proportionnel. Donc les enjeux sur ce plan-là sont très forts et les incertitudes sont également fortes. Tout peut basculer dans un sens comme dans l'autre, avec évidemment de part et d'autre des pressions, des tensions. De la part du candidat Trump, on évoque beaucoup les risques de fraude qui seraient présents. Ça a déjà été évoqué par Donald Trump lors du dernier scrutin, le fait qu'il lui aurait été volé. Donc il y a une attention extrêmement forte sur ce plan. Et il faut dire, comme je l'évoquais, que les possibilités de fraude, compte tenu de la particularité, de l'archaïsme un peu du scrutin, notamment le vote par correspondance, qui est la porte ouverte à toutes les manipulations, parce que on peut envoyer, on ne sait pas qui envoie, avec le problème sur les listes électorales également, parce que chaque État détermine les conditions d'inscription, donc il n'y a pas une uniformité, et évidemment, la tentation pour chaque candidat, c'est de faire inscrire le plus possible d'électeurs qui pourraient être ses partisans pour faire gonfler le nombre de voix artificiellement ou non. Donc il y a un certain nombre de questions qui peuvent se poser de ce point de vue-là. Quoi qu'il en soit, ce sera très intéressant d'observer comment tout cela se déroule et comment tout cela se passe dans les semaines à venir, qui vont être des semaines de forte tension, parce qu'il peut y avoir aussi des contestations, justement, compte tenu des résultats du scrutin, compte tenu des annonces notamment de Donald Trump, indiquant qu'il serait très vigilant quant aux fraudes potentielles et qu'il contesterait évidemment tout ce qui lui apparaîtrait comme étant à l'origine d'une fraude portant atteinte à la sincérité du scrutin. Et tous ces éléments donc qui rendent indécise cette élection américaine, l'une des plus historiques de l'histoire donc des États-Unis. Et nous étions avec Jean-François Pauly. Merci à vous. Je rappelle donc que vous êtes avocat, directeur de l'Institut méditerranéen de droit et de géopolitique.